Je suis rentrée plus tôt que prévu ce jour-là, m'attendant au calme absolu, et j'ai été accueillie par le bruit assourdissant d'un marteau de chantier s'abattant sur la pierrelaire. Mon beau-père se tenait au milieu de ma cuisine, frappant à nouveau, tandis que l'équipe du mari de ma demi-sœur arrachait les placards en merisier sur mesure des murs comme s'il s'agissait de ferraille. Des éclats de carrelage italien scintillaient sur le sol que j'avais fait rénover au printemps dernier. Quand je leur ai dit d'arrêter, Victor s'est retourné, le visage rouge de colère, et m'a donné un coup de poing si violent à la joue que la pièce a basculé. Le bruit des perceuses n'a même pas cessé. Ils ont continué à travailler comme si une femme qui saignait chez elle ne méritait même pas qu'on s'en aperçoive. Je m'appelle Alice Brown. J'ai 39 ans. Et depuis 15 ans, je conçois des cuisines pour les autres. De beaux espaces, bien pensés, où les familles se réunissent, où la lumière caresse le plan de travail, où chaque tiroir se ferme en douceur. Je sais combien une cuisine peut contenir. Pas seulement de la nourriture, mais aussi des souvenirs, un sentiment de sécurité, de la fierté. Après des années d'économie et de projets, j'ai enfin construit ma maison dans un bungalow Craftsman des années 1920, restauré, sur une rue tranquille de Willow Ridge. De l'extérieur, rien d'extraordinaire, un toit en bardeaux de cèdre et une profonde véranda. Mais à l'intérieur, elle était mienne. La cuisine en était le cœur. Des placards en merisier au ton chaud, que j'avais dessinés moi-même. Des comptoirs en stéatite, frais et agréables au toucher. Une cuisinière d'inspiration vintage, bleu canard. Un îlot central assez grand pour étaler la pâte ou recevoir des amis jusqu'au bout de la nuit. J'avais passé des mois à choisir chaque détail. Les barres de laiton, le carrelage métro avec ses légères imperfections, les larges fenêtres qui captaient la lumière du matin et la répandaient sur le sol. Ce n'était pas qu'une simple pièce. C'était la preuve que j'avais réussi par moi-même. Je vis seule depuis longtemps, et cela me convient. Petite, j'ai vu ma mère enchaîner les relations. Mon père biologique est parti quand j'étais enfant, et Victor est arrivé peu après, charmant en public, prompt à la répartie cinglante ou à des accès de colère soudain une fois les portes closes. Ma mère gardait le silence pour préserver la paix, et j'ai appris très tôt que dépendre de quelqu'un d'autre pouvait tout vous coûter. Quand ma demi-sœur Nora est arrivée, elle est devenue la préférée de Victor sans même le vouloir. J'étais l'entêtée, celle qui posait des questions, celle qui voulait plus que ce qu'on lui donnait. Nora a vite appris à sourire et à obtenir ce qu'elle voulait. Au fil des ans, elle a enchaîné les petits boulots, entreprises à moitié lancées, boutique de vêtements, décoration d'intérieur, tout ce qui semblait facile, empruntant toujours mes contacts ou mon nom quand ça l'arrangeait, puis disparaissant dès que le travail se compliquait. Je les tenais tous à distance. Dîner de fête, quelques coups de fil de temps en temps, rien de plus. Ma vie était faite d'un travail bien organisé que j'adorais, d'un petit cercle d'amis respectueux de mon espace, de soirées seules avec un verre de vin et le doux murmure de ma maison. Cet après-midi-là, tout a basculé. Quelques semaines plus tôt, Nora m'avait appelé en larmes. Leur appartement était en travaux, m'avait-elle dit. Nulle part où aller, les enfants effrayés, l'équipe de Trévis au chômage. Juste une semaine, Alice. S'il te plaît. Tu as tout cet espace. On fera très attention. J'ai entendu ma nièce pleurer en arrière-plan et j'ai ressenti ce vieil appel. La famille, même une famille brisée, a cette façon de nous retenir. Contre toute attente, j'ai dit oui. Une semaine, des règles strictes, personne dans mon bureau, pas de nourriture en dehors de la cuisine, et absolument personne ne touche au placard ni au plan de travail. Ils l'ont promis. Ils sont arrivés avec 3 véhicules, des sacs à outils et des sourires forcés. En quelques jours, ma maison n'était plus la mienne. Des outils empilés dans les coins, des enfants courant dans les couloirs, Victor régnant en maître dans mon salon, et toujours, le regard de Nora s'attardant sur mes affaires comme pour évaluer ce qu'elle pourrait s'approprier. Je me suis dit que je pouvais survivre 7 jours. J'avais tort. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose avait changé. Quelque chose de silencieux et d'irréversible en moi. Je me suis dit que ce n'était que temporaire. Une semaine, 7 jours. Je pouvais tout supporter. Pendant tout ce temps. Le premier soir de leur arrivée, l'équipe de Trévis a envahi mon allée avec des camions et des sacs à outils. Je les ai regardés depuis le porche déchargé des cartons étiquetés, matériel de rénovation, qui semblait étrangement définitif. Nora est passée devant moi en m'embrassant rapidement, évaluant déjà le salon comme si elle décidait quel changement apporter. Cet endroit te ressemble tellement, a-t-elle dit, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux.
Des lignes épurées et aucun désordre. Bon, essaie de ne pas trop tout chambouler. Travis m'a fait un signe de tête penaud, puis a ordonné aux hommes d'empiler tout dans le garage. Mon garage, où je rangeais les échantillons de mes clients et mes propres outils. Quand je leur ai fait remarquer qu'il n'y avait pas de place. Nora a balayé la question d'un revers de main. Juste pour quelques jours. Ils seront bientôt partis. Les enfants, ma nièce et mon neveu, 6 et 8 ans, étaient adorables, les yeux grands ouverts et polis au début, mais au bout d'une heure, ils couraient dans les couloirs, leur rire résonnant sur le parquet. Je leur ai demandé de faire moins de bruit. Nora a ri. Ils sont juste contents d'avoir un. Alice, laisse-les être des enfants. Ce soir-là, je suis rentrée tôt dans ma chambre, bercée par le bruit de la télévision qui crachait du son dans le salon et le cliquetis des placards dans la cuisine. Quelqu'un, Travis je crois, était en train de faire réchauffer quelque chose au micro-ondes sur une de mes belles assiettes. Je ne suis pas descendue pour l'en empêcher. Je me suis dit que j'étais mesquine. Le lendemain, ce fut pire. La bande de Travis est arrivée avant mon départ au travail, se servant du café dans ma machine et laissant le marque éparpillé sur le plan de travail. Nora était encore en pyjama à midi, les yeux rivés sur son téléphone, assise sur mon canapé. Difficile de se concentrer avec tout ce qui se passe. Elle a soupiré quand je lui ai demandé si elle avait des projets. Ma petite entreprise a besoin de stabilité en ce moment. Victor est arrivé ce soir-là sans prévenir, un sac de voyage à la main. J'ai entendu dire qu'il y avait une affaire de famille, dit-il en me bousculant pour entrer dans la maison. Je ne peux pas laisser mon petit enfant dormir quelque part sans avoir vérifié. Il déposa son sac dans la chambre d'amis comme si c'était le sien. Bel endroit, salace. Un peu froid, mais agréable. Je restai plantée sur le seuil, la mâchoire serrée. Ce n'est pas un hôtel, Victor. Il rit doucement en s'installant dans mon fauteuil préféré. La famille, c'est l'entraide. C'est ce que vous, les femmes de carrière, vous ne comprenez jamais. Au bout de 3 jours, ma maison semblait habitée. Victor régnait en maître dans le salon, commentant ma décoration. Trop moderne. Il manque de chaleur dans ma vie. Aucun homme ne veut d'une femme qui se prend pour une reine. Nora avait investi mon bureau dans la véranda, étalant des échantillons de tissus et ses documents professionnels sur ma table à dessin. Les enfants avaient transformé les couloirs en circuit de course, des paillettes d'un bricolage scintillant partout, mais c'était la cuisine qui faisait le plus mal. Malgré mes règles, je surpris Travis en train d'utiliser ma poêle en fonte et de la laisser tremper dans l'eau, la rouille commençant déjà à apparaître sur le culottage que j'avais réalisé au fil des ans. Nora avait réorganisé mon étagère à épices pour la rendre plus intuitive, et quelqu'un avait utilisé mes couteaux professionnels pour ouvrir des paquets, les habillements. Quand j'ai fait une remarque, Nora a ri. Ce n'est qu'une cuisine, Alice. Les objets sont faits pour être utilisés. Je me réfugiais dans ma chambre plutôt chaque soir, écoutant les bruits de ma maison habitée par des gens qui ne se rendaient pas compte du coût de sa construction. L'équipe de Travis avait pris l'habitude d'utiliser mon allée comme lieu de réunion matinale, apportant des sandwichs qui laissaient des traces de graisse sur le porche. Les bouteilles de bourbon de Victor sont apparues sur le buffet. Les cartons de Nora s'alignaient dans le couloir. Je restais tard chez les clients, trouvant des excuses pour ne rentrer qu'à l'heure du coucher. Chaque fois que je franchissais la porte, l'air me paraissait plus lourd, mon espace plus petit. Puis vint cette nuit où Nora était assise dans la cuisine, en train de dessiner sur un bloc-notes. « Petit changement de programme », dit-elle sans me regarder. « L'affaire de l'appartement risque de prendre plus de temps, peut-être 2 semaines. Mais honnêtement, tout se passe si bien. Les enfants adorent le jardin. L'équipe de Travis est plus efficace en se réunissant ici, et j'ai même conclu quelques ventes depuis votre bureau. C'est comme un signe du destin. Je la fixai du regard. Derrière elle, des échantillons de tissu étaient épinglés au mur de ma cuisine. Le mur de ma cuisine. 2 semaines. Ma voix était basse, mais elle portait à peine. Elle s'illumina, prenant mon immobilité pour de l'intérêt. Et j'y pensais, cet espace a un potentiel énorme. C'est tellement clinique en ce moment. Tout ce cerisier foncé et cette pierre. J'imagine quelque chose de plus doux. Une ambiance champêtre, des étagères ouvertes, une crédence différente. On pourrait le documenter pour mon portfolio. D'un espace froid à un espace chaleureux, une transformation de cuisine par Nora Brown Design.
Je serrai le bord de l'îlot. Les jointures blanchies. Non. Elle leva les yeux, surprise. Alice, ne sois pas rigide. Le changement peut être une bonne chose. Avec l'équipe de Trévis ici, on pourrait le faire à moindre coût. Ils lui doivent des services. C'est ma maison, dis-je. Ma cuisine. Ma décision. Son visage se figea. Le masque de la gentille sœur tomba. Tu sais que c'est ton problème. Tout est à moi avec toi. Certains d'entre nous n'ont pas tes avantages. Certains d'entre nous auraient bien besoin d'un coup de main. J'ai levé la main. On ne continue pas comme ça. Encore une semaine, et puis tout le monde s'en va. Elle a haussé les épaules en rangeant son téléphone. Bien sûr, Alice, comme tu voudras. Cette nuit-là, je les ai entendus dans le salon. Des voix chuchotées, le rire rauque de Victor. Des mots comme égoïste et a besoin d'apprendre, qui flottaient sous ma porte. Je suis restée éveillée, fixant le plafond, sentant la première vraie fissure dans les murs que j'avais construits autour de moi. Le week-end a traîné en longueur comme un poids dont je ne pouvais me débarrasser. La bande de Trévis traitait ma maison comme leur repère, allant et venant, les outils éparpillés partout. Ils avaient trouvé mon atelier dans le garage et emprunté mes affaires sans demander. Mes ciseaux à bois, mes serre-joints, laissés sales et à l'écart. Nora avait transformé mon bureau en son quartier général, accrochant des rideaux d'essai qui juraient avec la lumière que j'avais tant travaillé à capter par ses fenêtres. Juste temporaire, disait-elle à chaque fois que j'elle passa devant moi, sa voix légère comme si elle avait remarqué à quel point ses affaires empiétaient sur les miennes. Je me surprenais à passer plus de temps dans la cuisine, à caresser du bout des doigts le plan de travail en stéatite, à ajuster les suspensions au-dessus de l'îlot. Cet espace avait été mon point d'ancrage, un havre de paix et de stabilité au milieu du brouhaha des échéances clients et de la douce mélancolie de la solitude. À présent, il me paraissait fragile, comme s'il pouvait m'échapper si je ne m'y accrochais pas assez fort. Les mots de Victor résonnaient encore dans ma tête, ceux de ce dîner de Noël, quelques mois plus tôt. « Tu finiras seul », avait-il dit, un verre de bourbon à la main. « Aucun homme ne veut d'une femme qui n'a pas besoin de lui. » J'avais fait comme si de rien n'était à l'époque. J'avais aidé ma mère à débarrasser la table pendant que Nora consultait son téléphone. Mais maintenant, avec lui dans mon fauteuil tous les soirs, j'avais l'impression qu'il cherchait à me prouver quelque chose. « Égoïste, Alice », avait-il marmonné un matin où je m'étais plainte des taches de graisse sur le porche. « Pas étonnant que tu sois seule. » Je me demandais s'il n'avait pas raison, d'une manière tordue. Avais-je érigé des murs trop hauts? Mes relations, cela se terminait toujours de la même façon. Les hommes en voulaient toujours plus, et moi, je prenais mes distances. Il y avait Alex, l'architecte, qui adorait mes créations mais ne comprenait pas mon besoin d'espace. Ou Daniel, le professeur, qui voyait mon indépendance comme un défaut à corriger. À chaque fois, je choisissais de m'isoler, et à chaque fois, cela me laissait plus calme, plus convaincu que la solitude valait mieux que les compromis. Mais la famille, c'était différent. On ne pouvait pas simplement partir. Ou peut-être que si. Dimanche soir, assise sur mon lit, la maison vibrait de leur présence en bas. J'entendais le rire de Victor, la voix de Nora monter et se plaindre de son dernier échec. Les enfants riaient aussi, innocents dans tout ça, mais même ce rire me troublait. Je pensais à ma mère, à ses appels plus fréquents ces derniers temps, sa voix voilée par les allusions au stress de Nora, au besoin d'espace des enfants pour jouer. La famille s'entraide, disait-elle, et je gémissais de compassion tout en préparant ma fuite. J'ai alors compris à quel point j'avais fait semblant. Faire semblant. Cette invasion était supportable. Faire comme si ces petites violations n'avaient pas d'importance. Mes joues me brûlaient encore, là où je les avais mordues de frustration plus tôt. Je retenais des mots qui, je le savais, déclencheraient une guerre. La colère bouillonnait en moi. Mais ce n'était pas que de la colère. C'était du chagrin pour la paix que j'avais perdue. Pour la jeune fille que j'avais été, qui avait appris à se faire discrète pour éviter les colères de Victor. Pour la femme que j'étais devenue, qui pensait que le succès la protégerait. J'ai pris une décision ce soir-là. Dès lundi matin, j'appellerai un serrurier, et je lui donnerai 24 heures pour partir. Ferme, mais juste. Je me suis endormie en repassant la conversation dans ma tête, en imaginant leur visage, le soulagement de retrouver ma maison. La réunion avec le client, lundi, s'est éternisée. Un couple rêvant de leur maison idéale,
s'extasiant devant chaque carreau, chaque accessoire. Pendant quelques heures, j'ai oublié le chaos qui m'attendait. Il était presque midi quand je suis arrivée dans l'allée, me sentant plus légère, prête à reprendre possession de ce qui m'appartenait. Mais la rue était encombrée de véhicules, les camions de Trévis. Une camionnette que je ne connaissais pas. À l'intérieur, le vrombissement des outils électriques. Mes pieds ont bougé avant même que je réalise. Dans la cuisine, Victor a brandi la masse et l'a abattue sur la pierrelaire. Des fissures en forme de toile d'araignée ont parcouru la surface que j'avais choisie pour sa robustesse silencieuse. Derrière lui, l'équipe a arraché les placards, les tiroirs se déversant sur le sol. Des carreaux ont craqué sous les bottes. « Qu'est-ce que vous faites ?» Les mots m'ont échappé. Victor a marqué une pause, un sourire aux lèvres. « Enfin, Nora a dit que tu serais absente toute la journée. » Nora se tenait à proximité, dirigeant les hommes. Surprise, Alice. On a commencé les travaux. Je sais que tu étais têtue, mais tu vas adorer une fois terminé. Ce style est tellement démodé, froid, comme tu l'as dit. Pas de chaleur. Arrêtez. Le verre a craqué sous mes chaussures tandis que j'avançais. C'est ma maison. Arrêtez tout de suite. Du calme, a dit Victor en frappant à nouveau. On valorise la maison. L'entraide familiale. Ça, c'est de la destruction. C'est illégal. J'appelle la police. Le visage de Victor s'assombrit. Tu appellerais les flics pour dénoncer ta famille, pour dénoncer l'homme qui t'a élevé. Tu détruis tout ce que j'ai construit. J'améliore, corrigea Nora. Cette cuisine est condamnée à la solitude. On la transforme en un endroit où une famille voudrait vivre. Je sortis mon téléphone. Dernier avertissement. Il agit vite, plus vite que je ne l'avais imaginé. Le marteau-pilon s'abattit, son poing s'abattit sur ma joue. Une douleur vive et aiguë me transperça. Je reculai en titubant, mon téléphone m'échappant des mains, le goût du sang dans la bouche tandis que je glissais le long du mur. Un silence de mort s'installa dans la pièce. Puis le bruit des perceuses reprit. Victor me dominait. J'aurais dû faire ça plus tôt. J'ai toujours cru que tu étais meilleur que nous. Nora s'agenouilla. D'une voix mielleuse. Laisse-nous juste finir, Alice. Dans quelques jours, ce sera magnifique. Et on en fera une anecdote amusante. Je touchai mes lèvres, mes doigts devenant rouges. Il s'était remis au travail. Placard démoli, cuisinière débranchée. J'avais dépensé tout mon argent. Tout s'est effondré, réduit en miettes. Avec le recul, je réalise que c'était la première fissure. Pas dans le comptoir, mais en moi. L'instant où la colère a fait place à la lucidité. Je ne me souviens pas d'être arrivé à ma voiture, juste du goût du sang, de la douleur lancinante à ma joue et de l'image de ma belle cuisinière emportée par la porte d'entrée comme un déchet. J'ai conduit machinalement jusqu'au Ridgeview, un hôtel-boutique tranquille du centre-ville où j'avais tenu des réunions avec des clients pendant des années. La concierge, Margaret, m'a jeté un coup d'œil au visage et m'a conduite à une chaise dans le hall sans un mot. Elle a apporté de la glace enveloppée dans une serviette en lin. « Devrais-je appeler quelqu'un » a-t-elle demandé doucement. « Pas la police » ai-je dit d'une voix assurée. « Même pour moi. »« Pas encore. » Elle a hoché la tête et m'a conduite à une petite suite à l'étage, privée et calme, avec un ordinateur portable que je pouvais emprunter. D'abord, je me suis assise avec la glace contre ma joue et j'ai laissé la douleur s'apaiser. Ensuite, j'ai appelé le docteur Ellis, un médecin que j'avais rencontré lors d'un congrès médical dans l'immeuble. Il est arrivé rapidement, m'a examiné avec douceur, il a documenté le gonflement, la lèvre fendue, les ecchymoses compatibles avec un coup de poing. Il a pris des photos, m'a proposé des antidouleurs et m'a demandé si je voulais qu'il appelle quelqu'un. Je m'en occupe, ai-je répondu. Ensuite, mon avocat, Grant Whittaker. Nous avions déjà travaillé ensemble sur des contrats et des litiges. Il savait que je n'exagérais pas. Je lui ai tout raconté calmement, étape par étape. L'intrusion, les dégâts, l'agression. Il a écouté sans m'interrompre. « Êtes-vous en sécurité » a-t-il demandé en premier. « Oui. À Ridgeview. »« Bien. Restez-y. J'envoie mon enquêteur chez vous immédiatement pour constater les dégâts et identifier les personnes présentes. Avez-vous des caméras ?
Seulement celle de la porte d'entrée. Nous allons l'utiliser. Et les images des voisins, si nous pouvons les obtenir. Nous avons discuté stratégie. Poursuite pénale, action civile, ordonnance d'éloignement, expulsion. Il était précis. Il était en colère pour moi, mais d'une manière discrète qui m'a inspiré davantage confiance. Puis le serrurier, quelqu'un que j'employais pour des installations chez mes clients. Changement de serrure en urgence. J'ai dit, il y a des gens à l'intérieur qui refusent de partir de leur plein gré. Il marqua une pause. Combien ? Demanda-t-il. 8 ou 10, et ils sont en train de saccager la cuisine. Je vais faire venir des agents de sécurité, dit-il. Des professionnels agréés. On s'occupera de tout proprement. J'appelai ensuite mon agent d'assurance. Elle fut stupéfaite quand je lui décrivis la démolition délibérée. Plus de 70 000 $ de travaux sur mesure seulement. Envoyez-moi des photos, les reçus, l'article du magazine architectural Nest, dit-elle. Ce n'est pas une rénovation. C'est du vandalisme. En fin d'après-midi, j'avais un plan en marche. L'enquêteur envoya une vidéo. Murs éventrés, conduite de gaz apparente, ma cuisinière disparut. Des voisins avaient des images de leurs sonnettes montrant des appareils électroménagers chargés dans des camions. Visage net, plaque d'immatriculation, Victor qui dirigeait tout. J'ai pensé appeler ma mère, mais je savais déjà ce qu'elle dirait. Rentre à la maison et excuse-toi. Au lieu de cela, j'ai envoyé un SMS à une journaliste que je connaissais de Canab 5, quelqu'un qui m'avait interviewé pour un reportage sur le design local. J'ai une histoire, écrivis-je. Violence conjugale et destruction de biens par des membres de la famille. Je peux vous donner un accès exclusif si vous venez avec une équipe ce soir. Elle répondit en quelques minutes. Au crépuscule, je suis arrivé dans la camionnette du serrurier avec 3 agents de sécurité. Calme. Des professionnels aguerris. Mon visage était nettoyé, mais l'ecchymose était encore bien visible. Restez dans la camionnette jusqu'à ce qu'on ait dégagé les lieux, a dit le chef. On s'est arrêté devant une benne à ordures dans mon allée, remplie de morceaux de ma cuisine. Par les vitres, j'ai aperçu du mouvement. L'équipe de Trévis travaillait encore. Nora gesticulait. Victor était confortablement installé dans son fauteuil, l'air d'un roi. L'équipe de sécurité est entrée. J'ai vu le chef frapper. Nora a ouvert, l'air perplexe. On a échangé quelques mots. On a montré des papiers. Des titres de propriété. Victor s'est avancé d'un pas décidé, le torse bombé, mais ils n'ont pas bronché. Puis le fourgon de reportage est arrivé. Caméra en marche. Le journaliste a posé des questions sur les dégâts, sur mon visage tuméfié. Victor a repris son rôle de beau-père attentionné. Juste un malentendu, un coup de main pour les travaux. La police est arrivée quelques minutes plus tard. 2 voitures de patrouille, gyrophares allumés. Je suis sorti, j'ai montré aux agents mes blessures, le rapport du docteur Ellis, la vidéo de l'enquêteur. Les voisins ont apporté leurs images. « Voulez-vous porter plainte ?» a demandé l'agent. J'ai regardé le visage rouge de Victor, les larmes dramatiques de Nora devant la caméra, Trévis qui essayait de s'éloigner discrètement. « Oui, ai-je dit. Agression, vandalisme, vol, intrusion, tout ça. » Victor a été menotté le premier, protestant à propos de famille et de malentendus. Nora a crié à la trahison, disant que j'avais toujours été jalouse. Trévis a prétendu qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres. Les caméras ont tout filmé, la cuisine dévastée visible derrière eux, l'ecchymose qui apparaissait sur ma joue, l'indifférence se transformant en panique à mesure que les conséquences se faisaient sentir. Alors qu'on emmenait Victor, il s'est retourné vers moi. Pour la première fois, il n'y avait pas de sourire narquois, juste un petit regard de défaite. Le serrurier a terminé les nouvelles serrures pendant que la sécurité supervisait l'emballage. Nora et Trévis ont chargé les enfants dans leur fourgonnette sous les yeux vigilants. L'équipe est partie avec ses outils et ce qui restait de mes appareils électroménagers. Je suis resté debout au milieu des décombres de ma cuisine, les placards disparus. Les comptoirs étaient fissurés, la poussière de carrelage partout, et j'ai senti l'air se déplacer. Ils pensaient m'avoir brisé. Ils pensaient que je reviendrais en rampant, sauf pour leur aide. Peut-être même les remercier. Mais dans ces décombres, meurtris et ensanglantés,
j'ai senti quelque chose émerger. Silencieux, immuable, indestructible. Ils allaient me montrer exactement qui ils étaient. Et ce faisant, ils m'ont libéré de toute simulation. Des mois plus tard, j'ai réintégré la maison. La cuisine était terminée, plus belle qu'avant. J'avais travaillé avec un entrepreneur de confiance, choisissant des tons cerises plus profonds, un granit adouci qui ressemblait à du galet sous mes doigts, une nouvelle cuisinière vert sauge qui faisait paraître l'ancienne ordinaire. L'îlot était plus large, l'éclairage plus chaleureux. Chaque détail était délibéré, non pas une reconstitution, mais une évolution, quelque chose né des décombres, plus fort d'avoir été brisé. L'assurance a couvert la majeure partie des dégâts, et les poursuites civiles se sont occupées du reste. Victor a purgé sa peine, 18 mois, réduite pour son âge, et un plaidoyer de culpabilité qu'il a contesté jusqu'à ce que les preuves ne lui laissent plus le choix. Nora et Travis ont perdu ce qu'ils avaient perdu. Ils n'avaient pas grand-chose en compensation. Je ne me suis pas réjouie. J'ai simplement signé les papiers, et je suis passée à autre chose. J'ai changé les serrures une fois de plus, installé un système de sécurité discret qui ne se fait pas remarquer. Ma mère a appelé une fois, d'une voix faible, pour me demander si je serais venue au prononcé de la sentence de Victor. Je lui ai dit non. Elle n'a pas rappelé pendant longtemps, et quand elle l'a finalement fait, c'était pour dire qu'elle l'avait quitté. Je l'ai écoutée, sans rien lui offrir de plus que le nom d'un bon avocat spécialisé en divorce. Nous tâtonnons encore, lentement, prudemment, vers quelque chose qui, peut-être un jour, ressemblera à de la confiance. Nora a aussi essayé de me contacter, d'abord par le biais de connaissances communes, puis par une lettre que je n'ai pas ouverte. J'ai entendu dire qu'elle et Travis s'étaient séparés. Les enfants sont avec lui maintenant, d'après ce que j'ai pu entendre. J'espère qu'ils vont bien. Ils n'ont jamais été le problème. J'ai coupé les ponts nets. Plus de dîners de fête. Plus de mots de compassion au téléphone. Au début, ça a fait mal, comme arracher une écharde enfouie profondément depuis des années. Mais la douleur s'est estompée plus vite que je ne l'ai ressentie. Ce qui m'était attendu a été remplacé par une légèreté dont j'ignorais l'existence. Certains soirs, je reçois des amis, des designers, des architectes, quelques clients qui sont devenus bien plus que cela. Nous nous réunissons autour du nouvel îlot, les verres à vin captant la lumière, parlant de veinage du bois, de finition durable et de tout ce qui nous semble important ce soir-là. Ils respectent l'espace. Ils laissent leurs chaussures à l'entrée sans qu'on le leur demande. Ils célèbrent ce que j'ai construit au lieu de se demander ce qu'ils pourraient emporter. D'autres soirs, je suis seule, et c'est parfait aussi. Je cuisine un plat simple, je caresse le granit frais du bout des doigts, j'écoute le doux murmure de la maison qui s'apaise autour de moi. Cette cuisine ne renferme plus seulement des souvenirs. Elle porte la preuve. La preuve que j'aurais pu presque tout perdre et choisir la suite. On me demande parfois si je suis en colère. Je ne le suis pas. La colère brûlait intensément ce jour-là dans les décombres, puis s'est transformée en quelque chose d'utile, la lucidité. Ils me montrent le pire d'eux-mêmes, et en retour, je me suis autorisée à cesser de prétendre qu'ils méritaient le meilleur de moi-même. Je tourne la page sur ce chapitre, plus dur par endroits, plus douce par d'autres. D'autres. Je sais maintenant que la famille n'est pas une dette à vie. C'est un choix que l'on fait sans cesse quant à qui mérite une place à notre table. Certaines personnes perdent cette place non pas par cruauté, mais parce qu'elles ont oublié que c'était à nous de l'offrir. Parfois, tout perdre n'est pas une fin. C'est le début d'un nouveau choix, celui de se choisir soi-même. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.